Mayotte est et restera française pour toujours. Ce sont les mots que Julien Audoul, député du Rassemblement national, a utilisés il y a quelques heures pour évoquer la situation, évidemment, de cette île. Alors, dans un premier temps, je vais évoquer dans cette vidéo, avec un matériel nouveau, notamment un son qui sera amélioré, le sujet du Rassemblement national. Parce que cette déclaration d'Audoul est très révélatrice. Et immédiatement après avoir fustigé cette remarque sur les réseaux sociaux, j'ai été attaqué, bien évidemment, en m'expliquant que j'étais bien sûr un raciste, puisque j'osais dire que des gens qui étaient d'origine africaine ne pouvaient pas devenir français. Le cas de Mayotte sera évoqué par la suite, mais commençons par l'évolution du Rassemblement national et de ce qu'on pourrait dire la droite nationale. Ça fait des années, vous le savez, que j'explique que la droite nationale ne gagnera jamais, et que même si elle gagne, de toute façon, ce sera sur les idées de ses adversaires, c'est-à-dire qu'elle ne changera rien. J'ai toujours expliqué que finalement, le point de bascule serait européen, ou ne serait pas. Alors, bien sûr, on a espéré, tout en étant très sceptique, que Giorgia Meloni et Fratelli d'Italia changent les choses, et qu'est-ce qu'on voit? Qu'elle va régulariser à peu près tout ce qui est clandestin en Italie. Donc, du prix sur la marchandise, c'était prévisible. Celle que nous a présentée comme post-fasciste, avec des nostalgies plus ou moins cachées pour le régime de Mussolini, évidemment, n'a rien d'autre en soi qu'un discours convenu. Elle est d'ailleurs totalement adoubée par finalement la caste politicienne européenne, au point où Manfred Weber, qui n'est quand même pas rien, c'est-à-dire le patron du Parti populaire européen, donc à Strasbourg, envisage une alliance pour les prochaines élections européennes avec le groupe conservateur et réformiste, qui comprend aussi Orban et d'autres, plutôt qu'avec une grande coalition avec la gauche. Si c'était le cas, ce serait une rupture absolument exceptionnelle avec tout ce qui s'est passé par la suite. Et on voit bien que le Rassemblement national, à peine sorti de l'ère Front National, est isolé en réalité en Europe. Quand Bardella récemment est allé en Italie, personne n'a voulu le rencontrer, que ce soit Meloni ou même Salvini. En fait, le Rassemblement national est tricard. Il est à la fois rejeté par à peu près toute la droite nationale d'Europe parce qu'il est considéré comme pro-russe. Même si Bardella a essayé de jouer la partition ukrainienne, Marine Le Pen d'ailleurs tout de suite rectifié en disant qu'il fallait quitter l'OTAN, qu'il fallait absolument rester eurosceptique, etc. Donc à chaque fois que Bardella fait un effort pour être un peu plus audible, de toute façon Marine Le Pen est là pour rattraper le coup, si on peut dire, et l'empêcher. Donc que ce soit Vox en Espagne ou tous les autres partis de droite nationale, le Rassemblement national va être de plus en plus isolé. Dans le groupe Identité et Démocratie, dont il est l'un des principaux fondateurs, les vrais Finlandais viennent de claquer la porte pour rejoindre justement ce groupe des conservateurs et réformistes. Donc finalement, le Rassemblement national a beau avoir renié toutes ses idées, toutes ses intentions prétendues en matière, par exemple, de politique remigratoire, en sachant de toute façon qu'il ne visait que les gens qui n'avaient pas d'acheter française. Bon, tout ça, c'est déjà oublié. Donc, Marine Le Pen est très haute dans les sondages. La crise des retraites l'a fait monter. Le groupe parlementaire du Rassemblement national se tient relativement bien. Donc, dans un contexte où Mélenchon et le wokisme exacerbé commencent à finalement agacer, eh bien, Macron baisse, Mélenchon baisse, Marine Le Pen structurellement monte. Donc, l'hypothèse que j'avais exclue pendant de nombreuses années d'une victoire possible de Marine Le Pen aux élections présidentielles 2027, qui sont quand même encore loin, n'est pas quelque chose de totalement absurde. Mais cette victoire, pourquoi faire? Si c'est une victoire à la Pyrrhus, si pour l'obtenir il faut tout renier, ce n'est pas une victoire en réalité, c'est une défaite déguisée. Et on voit bien que la droite nationale, en coalition ou seule, de toute façon ne peut que trahir. À partir du moment où on le sait, il y a deux hypothèses. Est-ce que la droite nationale serait capable, au niveau européen, de s'allier pour faire basculer le Parlement européen vers des positions identitaires? Malheureusement, il reste dans des schémas nationalistes. Et j'ai peur que, comme par le passé, ils soient incapables finalement de travailler ensemble, autrement que créer des groupes techniques qui sont là pour amener de l'argent, mais qui n'ont pas d'objet politique. Et je ne crois pas que les droites nationales en Europe soient capables de travailler ensemble. Et comme je l'ai dit, le Rassemblement national, par exemple, est isolé de plus en plus maintenant, c'est bien la démonstration. Donc notre stratégie, c'est de faire gagner les idées qui sont les nôtres par le Parlement européen aussi, mais par un parti européen, et pas par des coalitions de partis nationaux et autres. C'est ce que j'ai défendu depuis des années, c'est la thèse de Faye qui dit globalement qu'il faut braquer le pilote Union européenne et détourner l'avion.
ou celle de Thiriard dans les années 60, déjà à propos de la CE, qui disait qu'il ne fallait pas détruire la CE, mais en hériter, c'est-à-dire s'en emparer concrètement. Et toutes les figures, on va dire, identitaires qui pensent, ont compris cela, de Renaud Camus à tout ce qui peut être identitaire au sens strict, et d'autres figures, ils ont compris que l'enjeu était européen. Le nationalisme français est mort. Je vais vous dire un simple exemple. Récemment, j'ai été amené à boire un verre avec des jeunes Européens, donc français théoriquement, et pas un n'était, entre guillemets, ou français de souche. C'est-à-dire qu'ils avaient tous une part d'Italiens, d'Espagnols, de Polonais, d'Allemands, etc. Concrètement, je crois qu'il y en a un qui était 100% français de souche. Donc le nationalisme français n'a plus de sens. Et tous ces gens-là, évidemment, sont contre l'immigration, sont d'accord avec nous. Je crois que réellement, aujourd'hui, le nationalisme français classique, style PDF, n'a aucun moyen d'exister autrement que par la provocation. Alors je parle du PDF un petit peu brièvement, parce que finalement, c'est pareil de Jean-Marie Le Pen. Quand on parle du PDF, en fait, c'est le pot de formol que Jean-Marie Le Pen met dans son frigo. Et concrètement, eh bien, c'est quoi finalement tout ça? Ils disent Marine Le Pen a trahi. Mais qui a mis Marine Le Pen à la tête du Rassemblement national? C'est Jean-Marie Le Pen, qui a écarté Gollnisch, par exemple, qui n'était évidemment pas idéal non plus, en expliquant qu'un dauphin, de toute façon, par sa nature même, est fait pour s'échouer. Donc il devait être le dauphin de Jean-Marie Le Pen, il s'est échoué sur la plage marine. Et donc concrètement, le Rassemblement national, de toute façon, peut réussir, oui, mais pourquoi faire? En tout cas, ce n'est pas pour défendre notre identité. Et le cas de Mayotte que j'ai évoqué, et que j'évoquerai plusieurs détails, démontre que le Rassemblement national se veut le parti le plus antiraciste de France, plus même peut-être que Mélenchon. Donc les gages à la diversité sont constamment donnés, photographies sur Twitter et autres à l'appui. Il faut expliquer que tout le monde peut se reconnaître dans le Rassemblement national, que finalement le Rassemblement national n'est plus le parti des Français, c'est pas le parti des Européens, ça c'est nous, c'est le parti du monde entier. J'aimerais rebondir. C'est très pertinent ce que vous dites parce que le Front National dénonce souvent le racisme de gauche qui entre guillemets, dénonce le fait que les Noirs se veulent communautaires ou que les gens de gauche utilisent souvent on va dire la race, entre guillemets. En fait, ce qu'on voit bien, c'est que ce mot n'est utilisé qu'à gauche, en réalité, de plus en plus maintenant. Finalement, tout le monde a le droit de revendiquer ses ascendances, sauf les Européens. Et que fait le Rassemblement national? En fait, c'est la même chose. C'est-à-dire tout le monde a le droit d'être communautaire, sauf les Européens. Et le Rassemblement national reste dans ce vieux logiciel de la gauche d'il y a 30 ans, qui est de dire qu'il faut un vivre ensemble, finalement, entre gens. Il y a un code d'entrée. Voilà, et si vous respectez le code d'entrée, voilà, si vous êtes comme dans un appartement, vous respectez le code de la copropriété, eh bien, il n'y a pas de problème. Alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Marine Le Pen, à Mayotte, considère que c'est normal que le voile islamique soit porté. Elle prétend qu'elle veut l'interdire ailleurs. Pourquoi, si elle ne veut pas l'interdire là, elle voudrait l'interdire dans les quartiers nord de Marseille? Quelle est la différence, finalement, entre la Seine-Saint-Denis et Mayotte, d'un point de vue purement religieux et culturel et identitaire? La différence, c'est le territoire. La différence, c'est que la Seine-Saint-Denis, c'est en France, c'est en Europe. Mayotte, c'est de l'autre côté de la planète. Et donc l'entêtement de Marine Le Pen et de ces hommes de main, je peux dire, de ces sbires, si vous voulez être péjoratif, c'est d'expliquer que Mayotte, c'est formidable. Les dom-toms, c'est la France de l'avenir. C'est la créolisation de Mélenchon, mais sous drapeau français. C'est le néocolonialisme. Jean-Marie Le Pen, en 1958, expliquait que la jeunesse algérienne était l'avenir de la France et qu'on avait besoin d'elle. Bon, finalement, l'indépendance a eu lieu. Mais cette remarque de Jean-Marie Le Pen de 1958 est tout à fait révélatrice. Alors certes, Jean-Marie Le Pen a dit tout et son contraire. Mais Marine Le Pen n'a gardé que les mauvais côtés de son père. Le néocolonialisme, elle l'a en elle, c'est clair. Et alors, elle fait des voix là où elle n'en faisait pas. Le Front National faisait 2% des voix en moyenne en Guadeloupe et en Martinique. Et là, c'est vrai qu'il y a un phénomène de vote assez fort pour le Rassemblement national, notamment après la crise Covid. Je rappelle que le gouvernement a été très dur dans sa politique vis-à-vis de l'outre-mer et que les gens de l'outre-mer s'en souviennent. C'est pas pour autant qu'ils apprécient le Rassemblement national en tant que tel. Mais il y a eu un vote de colère qui s'est exprimé en faveur de ce parti. Et évidemment, les mots de Marine Le Pen, qui, dans sa campagne présidentielle, n'a quasiment pas visité des pans entiers du territoire français. Mais elle est allée à Mayotte, elle est allée dans les Antilles, etc. Finalement, en fait, elle considère que l'électorat, on va dire blanc européen de France, est captif.
Il lui appartient. Elle n'a pas besoin de s'adresser à lui. De toute façon, il y a le nom Le Pen. Les gens se disent, ah oui, elle est contre l'immigration, voilà, c'est fini. Vote de classe, les classes sociales les plus populaires, celles qui s'informent le moins dans les médias et autres, votent Marine Le Pen. Est-ce qu'ils ont lu le programme de Marine Le Pen? Non. Est-ce qu'ils regardent l'actualité de Marine Le Pen, les déclarations qui pourraient les choquer? Non, ils ne le savent même pas. Et Zemmour, par exemple, n'a pas réussi à montrer cela. Quant à Zemmour, malheureusement, il n'a pas su faire la vraie différence là-dessus. Sur Mayotte, il est très ambigu. Le courage politique serait de dire, écoutez, ça suffit. Mayotte, c'est 2 milliards d'euros par an. C'est une population très différente de la population de métropole. C'est pas comme la Martinique ou la Guadeloupe, où ce sont des gens qui sont quand même associés à nous depuis deux siècles de culturels. Je veux dire, certes, il y a des créoles, mais on parle français. Mayotte, c'est 30% de francophones, à peu près. On ne parle pas du français parisien. Hein. On parle du français qu'on voit éventuellement dans le métro parisien. Hein. Voilà, mais pas du français parisien classique. Pour revenir sur l'actualité du RN, stricto sensu, est-ce que vous pensez que les récentes dissensions entre Marine Le Pen et son président de parti, Jordan Bardella, peuvent présenter un quelconque intérêt pour le LPE? Alors, d'abord, nous, on n'est pas dans l'équation de la vie du Rassemblement national. Je sais qu'il y a des gens au sein du Rassemblement national, quelques-uns, qui ont de l'amitié et apprécient le travail que nous faisons. Ça existe, il y en a chez Reconquête beaucoup, il y en a un certain nombre au RN. Ils sont bien sûr discrets. Le moindre dérapage vaut la marginalisation au sein du parti. Et de toute façon, je suis blacklisté, c'est-à-dire que ça m'a été confirmé que je suis loin d'être le seul, mais le Rassemblement national donne comme consigne, notamment à ses élus, de ne recruter personne qui serait proche de moi. Alors, je ne suis pas le seul réaliste, hein. Ça va de Robert Schucker, c'est pourtant le Belge qui est un géopoliticien qui n'a pas grand-chose à voir avec la politique française, à Rieu et les autres, bien évidemment. Donc, de toute façon, le courage politique va avec l'idée européenne. C'est-à-dire qu'on peut analyser les choses comme on veut, mais finalement c'est ça. Si le Rassemblement national est anti-européen, c'est pour ça que finalement il défend Mayotte. C'est parce qu'il n'identifie pas le peuple français comme un peuple européen. Sinon il dirait, ben non, nous sommes un peuple européen, comme le disait le général de Gaulle, etc. Je n'ai pas besoin de reprendre ces mots. Mais l'idée est là. Ce néocolonialisme du Rassemblement national est absolument insupportable, mais c'est révélateur. C'est la preuve que s'il arrivait au pouvoir demain, non seulement il ne change rien à la problématique migratoire, de toute façon il ne veut plus remettre en question les flux déjà passés, même les flux de gens non naturalisés. Hein. Il ne parle que du futur. Demain, on aura gratis. Demain, on arrêtera les flux. Mais on n'a pas le courage de les inverser. Et quand on n'a pas de courage de les inverser, en fait, on n'a pas le courage de les arrêter d'après. Ben oui, on dit oui, mais on a besoin d'immigration dans le domaine du travail, etc. Il y aura toujours des bons arguments. Et Mélanie a cédé, de la même façon. Et les autres ont cédé dans les autres pays. C'est inévitable que de toute façon, si le Rassemblement national gagne, et je vous dis, aujourd'hui, je n'exclus pas cette possibilité, alors il ne changera rien, et je veux dire même plus, tous les prétendus nationalistes ou identitaires qui, à chaque fois, vont à Canossa voter au second tour des élections présidentielles pour Marine Le Pen, seront gros gens comme devant. À chaque fois, on a droit à la même litanie. Oui, on ne peut pas ne pas voter pour Marine Le Pen au second tour, parce que finalement, elle est de notre camp. Voilà, elle fait partie de notre camp. Moi, je prétends qu'elle ne fait pas partie de notre camp. Elle est simplement à la tête de ce parti par opportunisme. Quant à Bardella, il a quand même été réellement militant. C'est-à-dire qu'on peut partir du principe qu'il a quand même parti de la base. Donc, certes, il a l'air d'avoir les dents un peu longues. Le carriérisme au Rassemblement national, c'est quand même un peu la base. Mais je pense qu'il y aura un conflit tôt ou tard avec Marine Le Pen. D'ailleurs, à ce propos, concernant le conflit russo-ukrainien, on a remarqué que Bardella, il y a quelques mois, a pris une position contraire à celle de Marine Le Pen dans le journal de l'opinion. Oui. Que pouvez-vous nous en dire à ce propos? Bardella se sent mal à l'aise parce que je pense qu'il y a une question générationnelle. C'est Marine Le Pen qui finalement avait fait les accords avec les Russes, que ce soit les financements bancaires ou rencontrer Poutine. Bardella... D'ailleurs, aujourd'hui, elle continue de se dire souverainiste, anti-OTAN, etc. Alors que Bardella est plutôt dans une position plutôt pro-ukrainienne tout de même. Bardella, je pense que c'est générationnel, il est plus à l'écoute, on va dire, de ce que je dirais le courant identitaire quand même. Même s'il a donné des gages, il donnera des gages sur Mayotte comme sur le reste. On voit bien que quand il le peut, quand il n'est pas contraint par la discipline de parti au sens strict, il influence. Mais qu'est-ce qu'il n'avait pas fait quand il a simplement applaudi Zelensky au Parlement européen? Déjà, ça a choqué en interne au Rassemblement national. Les gens n'étaient pas contents. Il y a des pro-russes fanatiques. Bon, il y a Mariani qui est marié à une russe qui est très pro-russe. Il y en a d'autres. Bardella, c'était quasiment un sacrilège qu'il avait fait, simplement en applaudissant Zelensky, ce que personnellement, moi, je le dis, je n'aurais pas fait.
Parce que, pour ma part, je considère que Zelensky n'est pas concrètement crédible. Après, je considère aujourd'hui qu'on ne peut plus défendre Poutine. Ma position est assez simple. Mais on pourra en parler éventuellement plus tard. Si on prend simplement le cas du Rassemblement national, ce n'est pas la peine de le mettre au pouvoir pour savoir s'il va trahir. Il trahira, il a trahi, il trahit. Selon vous, il trahira, quelles que soient les propositions de référendum sur l'immigration qu'il soumettra, s'il arrive au pouvoir? Oui, parce que de toute façon, c'est pas, le référendum ne peut porter que sur le futur, c'est toujours le même principe. On agira demain, mais on n'agit pas aujourd'hui. Et on n'agira pas sur le passé. Il ne fallait pas faire revenir ces gens, le Rassemblement national peut le dire. Maintenant, c'est trop tard, on fait avec, c'est du Sarkozy. Sarkozy, avec provocation, avait dit cette phrase qui est intéressante, c'était sur France 3, je crois, il y a très longtemps. Je fais appel à ma mémoire. Il y avait Arlette Chabot, la journaliste donc, du service public en face de lui, et Sarkozy avec ses tics un peu nerveux. Mais Madame Chabot, je ne peux quand même pas les renvoyer à la mer. Et c'est là, dans un débat face à quelqu'un, on va dire, mais Monsieur Sarkozy, il ne s'agit pas de les renvoyer à la mer, il s'agit de les inviter à retourner dans leur pays. Moi, malheureusement, j'ai entendu ce genre de propos venant de gens de Reconquête. À l'époque, c'était des gens haut placés chez Reconquête. Après, c'est pas nouveau qu'ils sont sur une position assimilationniste, du moins à leur début. Mais je trouve ça un petit peu dommage. C'est général, on va dire, sur toute la droite politique en France. Alors ça s'explique. C'est assez général. Ça s'explique. Pourquoi? Parce qu'il y a la peur. La peur des accusations, évidemment, d'extrémisme et autres. Alors, comment dire ce qu'on pense sans être accusé d'extrémisme? C'est très difficile, mais déjà, il faut se mettre dans une logique complètement différente. L'assimilation est une forme d'impérialisme culturel. On impose nos valeurs à des gens qui ne les partagent pas, des valeurs qui ne viennent pas de leur civilisation. Donc, il y a un choc, il y a une agression de cette manière par rapport aux gens comme ça. Alors, on se dit, oui, mais on le fait parce qu'il faut maintenir ce vivre ensemble. Et s'ils sont trop différents, on ne pourra pas maintenir l'unité du pays. La question ne se pose pas comme ça. Le gouvernement parle de séparatisme, par exemple. Il dénonce le séparatisme. On a appris récemment, avec un scandale autour de Mme Schiappa, que donc il y avait des associations qui étaient fortement financées pour lutter contre le séparatisme. Il y a une seule façon de lutter contre le séparatisme, c'est de s'opposer aux facteurs qui le créent. Qu'est-ce qui crée le séparatisme? D'unir les gens qui n'ont rien en commun. Si on veut que le séparatisme soit combattu, il faut restaurer l'identité européenne de la France, tout simplement. Voilà, il n'y aura plus de problème de séparatisme. Le séparatisme, il est naturel à partir du moment où on fait venir des gens qui ont des codes culturels complètement différents. Et donc l'assimilation, c'est une violence qui ne peut être le cas que d'individualités extrêmement mineures. Il y a des cas, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Et récemment, on m'a attaqué en disant « Oui, regardez, vous, monsieur Ferrier, vous êtes beaucoup moins dur que vous le prétendez quand ça vous concerne personnellement. » Et en réalité, j'ai toujours dit dans le programme du parti qu'il y avait ce que j'appelle les gens eurocompatibles, c'est-à-dire des gens qui sont très proches de nous sur tous les plans, qui se reconnaissent en nous. C'est-à-dire qu'il y a une identification. Il y a des gens qui viennent d'ailleurs, mais qui peuvent se dire européens et français sans pour autant l'être, et qui finalement se reconnaissent dans nos codes culturels, dans nos traditions, etc. Et nous, on ne les voit même pas en fait. On ne les différencie même pas. Et ces gens-là, ils sont européens même s'ils ne le sont pas, paradoxalement. C'est-à-dire qu'ils sont proches de nous. Et donc, souvent, ils sont éloignés de leur propre pays d'une certaine manière. Vous savez, j'ai un exemple assez frappant. J'ai pas mal critiqué Jean Messia dans le passé, parce qu'effectivement, il y avait tendance à se présenter comme quelqu'un de non-européen qui s'exprimait en notre nom. Et c'est toujours détestable que quelqu'un prétende parler en notre nom. J'ai voulu le tester sur Twitter et je lui ai posé une question assez fine et technique sur l'Égypte, d'où il est originaire. Il fait partie, effectivement, de la minorité copte chrétienne, 14% à peu près de la population égyptienne. Et je lui pose la question, mais monsieur Messia, est-ce que vous ne pensez pas qu'il vaudrait mieux plutôt assumer votre identité égyptienne, chrétienne copte et autres? Et est-ce que ce n'est pas plus cohérent de l'assumer là où elle a du sens? Et là, il m'a fait une réponse que j'ai trouvée assez admirable, je dois le dire, où il m'a dit « L'Égypte est foutue, ma civilisation a été remplacée, et je me bats justement pour que l'Europe ne devienne pas comme l'Égypte est devenue. » Et ça, c'est assez bluffant. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, finalement, j'ai plus de pays. Je ne peux pas faire de l'assomption identitaire, je ne peux pas assumer mon identité totalement, puisque finalement, mon identité n'est plus là où elle devrait exister. Et donc, il se sent plus proche, finalement, lui, l'Égyptien d'origine, de la civilisation européenne, chrétienne ou païenne-chrétienne et autres, que
d'une Égypte de plus en plus islamique. Malgré effectivement l'écrasement des frères musulmans aujourd'hui, c'est une société islamique. Je ne sais plus quel est le taux d'excision des femmes égyptiennes aujourd'hui, des filles égyptiennes, mais c'est monstrueux. Alors ce ne sont pas des rites de l'Égypte ancienne, ce sont des rites plutôt de l'Afrique du Nord ou de l'Afrique centrale, mais il y a une réalité aujourd'hui de l'excision d'Égypte. Est-ce que les femmes égyptiennes de l'Antiquité, qu'elles soient de l'époque des pharaons ou de l'époque chrétienne, se faisaient exciser? Bien sûr que non. Et c'est un exemple particulièrement choquant et frappant. Donc voilà, je pense que les chrétiens d'Égypte, qui sont persécutés d'ailleurs de plus en plus, malgré leur nombre, eh bien, se sentent plus proches de l'Europe finalement, même s'ils portent un peu plus leurs différences que d'autres profils. De la même façon, il n'a jamais été prévu que le Parti des Européens, je ne sais pas, expulse, entre guillemets, les Iraniens réfugiés en Europe et qui fuient la dictature islamiste de Khamenei. On ne va pas, prendre un exemple caricatural, mais on ne va pas renvoyer la Chabanou, hein, la veuve du dernier Shah d'Iran, dans son pays pour qu'elle soit condamnée à mort ou je ne sais quoi. Et c'est pareil pour tous ceux qui, ont resté. Le jour où l'Iran sera libéré de cette dictature, on n'aura même pas besoin de les forcer à retourner en Iran. Naturellement, ils le feront parce qu'ils aiment leur pays, ils aiment leur civilisation. Et s'ils sont chez nous, une civilisation frère, une civilisation amie, c'est par défaut. Pour terminer sur le sujet de la soirée, y a-t-il un parti autre que le RN, en lice politiquement, qui soit présent à l'Assemblée nationale ou autre, qui trouverait grâce à vos yeux? L'Assemblée nationale, il n'y a que le Rassemblement national. La seule exception, c'est Mme Ménard, qui maintenant, comme son mari, a l'air de faire du macronisme forcené et qui pose comme ce dernier avec des gens issus de la diversité pour montrer, là encore, patte blanche et dire « Regardez à quel point nous ne sommes pas racistes ». Bon, quand on commence à dire ça, d'abord, moi je vais vous dire les choses. Quand quelqu'un commence à vous dire qu'il n'est pas raciste, si j'étais quelqu'un issu de la diversité, je commencerais à me méfier. En réalité, le véritable racisme est une forme de condescendance. Si on accepte l'autre comme autre, en mettant en avant que son identité n'est pas la nôtre, en fait, on le respecte. Quel est le vrai respect? Le vrai respect, c'est pas de vouloir transformer les gens en ce qu'ils ne sont pas. Le vrai respect, c'est d'accepter ce qu'ils sont, voire même de souhaiter qu'ils redeviennent ce qu'ils sont. Voilà. L'assimilation, c'est marginal. Il y aura des cas dans la Grande Europe, il y aura des jurys populaires pour déterminer si quelqu'un, à titre dérogatoire à la règle générale, fait partie de notre sphère ou pas. Voilà, les gens qui seront eurocompatibles, qui ont fait des choix clairs vis-à-vis de l'Europe, je ne doute pas qu'au moment de la phase de définition de la nationalité européenne, ils en seront bénéficiaires. Mais ça sera la marge. La règle, ça ne sera pas ça. L'erreur de toute la droite nationale aujourd'hui, c'est de considérer la norme comme l'ouverture. Voilà. L'ouverture, c'est la norme, et fermer la porte, c'est la marge. Eh bien non, ça doit être l'inverse. Voilà. La marge doit rester à sa place. Elle existera.